Merci, Monsieur le Président. Les pneumopathies aiguës communautaires sont des infections du parenchyme pulmonaire d'évolution aiguë et d'acquisition communautaire ou survenant moins de 48 heures après une hospitalisation. Bien qu'elles représentent 10% des infections respiratoires basses, elles représentent un enjeu important de santé publique étant donné leur fréquence, leur gravité potentielle même chez les sujets sans comorbidité, du fait qu'elles nécessitent une hospitalisation dans 10 à 20% des cas, dans 10% en unité de soins intensifs, et du fait qu'elles représentent la 6e cause de mortalité selon l'OMS. En effet, selon une étude multicentrique menée par la Société tunisienne des maladies respiratoires en 2005, les pneumopathies aiguës communautaires représentent 8% des causes d'admission en pneumologie et 2% des causes de décès. Le pneumocoque est le germe le plus souvent incriminé, et bien que l'évolution des pneumopathies aiguës communautaires ait été transformée par l'arrivée des antibiotiques, il existe aujourd'hui une réelle préoccupation concernant l'apparition de résistance aux antibiotiques, et ceci est lié à notre pratique en matière d'antibiothérapie. Quels sont les principaux germes incriminés dans les pneumopathies aiguës communautaires? Donc, il y a eu plusieurs études épidémiologiques qui ont été menées en vue d'identifier le germe en cause, et les germes les plus retrouvés sont le streptocoque pneumoniae qui vient en chef de file, impliqué dans environ 30% des cas, suivi par les virus dans 12% des cas, vient ensuite le mycoplasme pneumoniae dans 8% des cas, puis les Legionella pneumophila et l'hémophilus, enfin les BGE. Voici le résultat d'études prospectives européennes dont l'objectif est d'évaluer l'implication du pneumocoque dans ces pneumopathies aiguës communautaires. Et ce qui a été retrouvé, c'est que le pneumocoque est fréquemment retrouvé aussi bien dans les pneumonies communautaires traitées en ville que celles prises en charge en milieu hospitalier ou en réanimation. Par contre, en ce qui concerne le mycoplasme, c'est un germe qui est surtout retrouvé dans les pneumopathies communautaires prises en charge en ville. Qu'en est-il de la Tunisie? Selon une étude qui a été réalisée par l'équipe du professeur Slim en 2004, on voit que les données tunisiennes rejoignent celles les résultats des études européennes, puisque le pneumocoque est retrouvé dans un peu plus d'un tiers des cas, l'hémophilus dans 15% des cas et le mycoplasme dans 8,5% des cas. Toutefois, ces données relativement anciennes semblent sous-estimer le rôle des virus, puisque d'après les études plus récentes, et notamment cette étude EPIC qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine et qui s'est déroulée entre janvier 2010 et juin 2012. Cette étude a inclus les patients qui avaient une pneumopathie aiguë communautaire qui ont bénéficié des prélèvements conventionnels, mais aussi ont bénéficié d'une PCR pour les virus et les principales bactéries. Ainsi, les virus venaient en tête de liste avec 23%, incriminés dans 23% des cas, les bactéries dans 11% des cas et les infections étaient mixtes dans 3% des cas. Pour les virus, les plus fréquents étaient le rhinovirus, suivi par le virus influenza et le métapneumovirus. Le pneumocoque était la bactérie la plus fréquemment en cause. Et ce taux faible de pneumocoque peut être expliqué par la prise préalable d'antibiotiques, par l'absence d'inclusion de tous les patients dans cette étude, et notamment les patients qui étaient sous VNI, mais aussi par l'effet protecteur de la vaccination antipneumococcique qui est réalisée de façon systématique chez les enfants. Il n'en demeure pas moins que malgré ces variations épidémiologiques concernant le pneumocoque demeure la bactérie la plus fréquente. Donc c'est la bactérie la plus virulente qui, du fait de la présence de nombreux facteurs de virulence au niveau de sa paroi,
peut être à l'origine d'une réaction inflammatoire délétère entraînant des dommages locaux et systémiques. Le pneumocoque est également responsable de formes sévères et invasives dans 10 à 30% des cas. Il est également responsable d'une morbidité et d'une mortalité importante, quel que soit l'âge, quel que soit le terrain, quel que soit le pays. En effet, selon une étude qui a été faite par l'équipe du professeur Bsbes dans le service de réanimation de l'hôpital Abdelrahman Memi, les pneumopathies aiguës communautaires graves à pneumocoque représentent 16% des causes d'admission et 25% des causes de décès. En pratique, devant une pneumopathie aiguë communautaire, il convient de répondre à des questions simples. Tout d'abord, il faut faire, devant cette infection respiratoire basse, il convient de faire la discrimination entre infection respiratoire basse sans atteinte parenchymateuse et infection respiratoire basse s'accompagnant d'une atteinte parenchymateuse, étant donné que celle-ci est le plus souvent bactérienne et nécessitant donc une antibiothérapie. Et à cet effet, il y a justement des signes qui sont discriminatifs, et notamment la présence de râles crépitants ou encore la présence de signes de gravité ou une impression de gravité. Et ces signes vont poser l'indication de la réalisation d'une radiographie de thorax de face et de profil. Et la radio représente donc jusqu'à présent le gold standard en matière de diagnostic de pneumopathie aiguë communautaire. La tomodensitométrie thoracique a de plus en plus de place dans le diagnostic de ces infections, notamment dans le cas où il existe une discordance entre la radio et la clinique. La place de l'échographie thoracique reste à évaluer. Actuellement, il existe de nombreuses études qui rapportent sa place dans le diagnostic positif et le suivi des patients ayant une pneumopathie aiguë communautaire, et sa place reste à évaluer dans le futur. Une autre étape consiste à analyser le contexte et le terrain, et notamment donc de voir si le patient est immunocompétent, s'il est immunodéprimé ou encore s'il présente des circonstances particulières motivant l'hospitalisation. En effet, chez les patients qui sont immunodéprimés, le tableau est fréquemment atypique, avec une symptomatologie respiratoire qui est moins importante que les patients qui sont immunocompétents et peuvent être à l'origine d'un tableau qui est trompeur. Par contre, les signes extra-pulmonaires sont fréquents, comme par exemple la présence d'un syndrome confusionnaire. Voici une étude qui a été faite en 2010 pour évaluer la place de l'échographie thoracique dans le diagnostic des pneumopathies aiguës communautaires. Donc c'est une étude qui a inclus 342 patients dont le diagnostic a été fait par la radiographie du thorax, et tous les patients ont bénéficié d'une échographie thoracique. Tout d'abord, le constat, c'est qu'il n'y avait pas de variabilité interindividuelle entre les opérateurs. Une consolidation a été détectée par l'écho dans 92% des cas, et un épanchement pleural a pu être associé donc à la pneumopathie, a été détecté dans 35% des cas à l'écho et dans 32% avec la radiographie du thorax, donc ce qui témoigne de la concordance entre les données de la radio et les données de l'écho. Et ceci a permis aux auteurs de conclure que l'échographie transthoracique est une méthode reproductible et un outil diagnostique très utile pour le diagnostic et le suivi des pneumopathies aiguës communautaires. Donc, devant une pneumopathie aiguë communautaire, plusieurs questions vont être suscitées. Où faut-il traiter le patient? Faut-il l'hospitaliser? Faut-il le prendre en unité de soins intensifs? Sur quelle base traiter et quelle investigation faut-il pratiquer? Enfin, autre question, comment traiter et quel antibiotique administrer? Pour répondre à la première question,
l'évaluation de la gravité initiale est un élément déterminant, étant donné qu'il va conditionner le pronostic d'une part et il va orienter le lieu de prise en charge d'autre part. Et à cet effet, il existe plusieurs scores. Il y a tout d'abord le score de Fine, appelé également Pneumonia Severity Index ou PSI. C'est un score qui est basé sur un ensemble de critères démographiques, cliniques, radiologiques et biologiques et qui va permettre d'évaluer donc le risque de mortalité dans les 30 jours. Et en fonction du score, ceci va permettre de classer le patient dans l'une des classes de 1 à 5, en sachant que les classes 1 à 2 sont à risque faible de mortalité et donc ne nécessitent pas d'hospitalisation. Et donc ce score, il est surtout performant dans la décision de prise en charge en milieu extra-hospitalier. À l'opposé, il existe deux scores, le score de la British Thoracic Society, ou CURB 65, et il y a le score de l'ATS, qui reposent sur un ensemble de critères. Pour le CURB 65, c'est la présence d'une confusion, d'une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles, d'une hypotension et d'un âge inférieur à 65 ans. Et pour le score de l'ATS, c'est la présence d'un critère majeur, comme par exemple la nécessité de recours à la ventilation artificielle ou encore la présence d'un choc septique, et ou bien 3 critères mineurs, comme par exemple une polypnée supérieure à 30 ou bien une atteinte multilobaire, pour indiquer une prise en charge en milieu de réanimation. Un autre score qui a été proposé par les Australiens, c'est le SmartCop. En fait, le SmartCop est basé sur un ensemble de critères qui peuvent constituer des critères péjoratifs et qui doivent être détectés à un stade suffisamment précoce pour éviter l'évolution défavorable. Et les critères qui ont été retenus ont abouti à l'acronyme de SmartCop, et ce score a été validé sur une population de 7464 patients. Et en fait, dans le cas où le SmartCop est supérieur ou égal à 3, le recours à la ventilation mécanique et aux amines vasoactives est de 84 à 92% des cas. En fait, la présence d'une gravité n'est pas la seule circonstance amenant à hospitaliser le patient, et en pratique, on hospitalisera un patient chez qui il existe une incertitude diagnostique, dans le cas où il y a un échec de prise en charge au domicile, dans le cas où il y a un risque de décompensation d'une tare, ou encore dans le cas où il y a une difficulté prévisible dans la prise orale des antibiotiques, comme les patients isolés ou en perte d'autonomie. Autre question, sur quelle base traiter et quelle investigation faut-il pratiquer? Donc là, l'indication des investigations microbiologiques repose sur un avis d'experts. Et chez les patients qui sont traités en ambulatoire, aucune investigation n'est indiquée. Chez les patients qui sont hospitalisés en secteur conventionnel, là, il faudra pratiquer des hémocultures, éventuellement un examen cytobactériologique des crachats et une antigénurie des légionnelles dans le cas où le patient présente des symptômes évocateurs ou bien dans le cas où il y a un contexte épidémique. Par contre, chez les patients qui sont pris en charge en réanimation, dans ce cas, il faudra pratiquer tous les prélèvements, des hémocultures, un examen cytobactériologique des crachats, une aspiration endobronchique dans le cas où le patient est intubé et une antigénurie de pneumocoque et de légionnelle. Le diagnostic peut être de façon directe, et dans ce cas, on retient comme positif lorsque la culture est supérieure ou égale à 10 puissance 7 unités formant colonie par millilitre, en exigeant des critères de qualité avec la présence de plus de 25 polynucléaires par champ et moins de 10 cellules épithéliales par champ. Le diagnostic peut être fait de façon indirecte avec la recherche d'antigènes pneumococciques. Donc cet examen, s'il est doté d'une haute spécificité supérieure à 90%, il est par contre peu sensible, d'où son faible intérêt dans la prise en charge initiale.
La recherche d'antigènes de Legionella est un examen qui est très sensible et très spécifique. Toutefois, il ne concerne que le sérogroupe 1 qui est responsable de 80% des Legionelloses. Le diagnostic de la sérologie des mycobactéries atypiques permet un diagnostic rétrospectif. La PCR unique ou multiplex constitue désormais une technique donc, de référence et qui va permettre donc, de rechercher des virus respiratoires et d'améliorer donc, la rentabilité diagnostique. Et pour les bactéries intracellulaires, leur place reste à évaluer. Voici à titre d'exemple une étude récente donc, qui a été publiée en 2015 qui a concerné 267 cas de pneumopathie aiguë communautaire qui ont bénéficié de prélèvements par les méthodes conventionnelles avec des prélèvements nasaux et oropharyngés et avec une analyse par PCR pour le pneumocoque, le mycoplasme, le bordetella et 12 types de virus. Donc cette étude a permis de noter que l'étiologie a été établie dans 63% des cas, 26% des patients avaient un copathogène ou plus. La PCR permet d'améliorer le diagnostic étiologique de 15% des cas. Les virus et le pneumocoque sont les germes les plus fréquents, avec une recrudescence des virus au cours de l'hiver et du printemps. Donc, un autre examen biologique qui a fait l'objet de plusieurs études, c'est la procalcitonine. Et actuellement, l'apport de la procalcitonine est démontré dans le diagnostic des pneumopathies aiguës communautaires chez les patients suspects d'infection respiratoire basse. Et en retenant le seuil de 0,25 nanogrammes par millilitre, cet examen offre une sensibilité de 84% et une spécificité de 98%. Cet examen également a un intérêt pronostique. Il va permettre aussi de réduire significativement la durée de l'antibiothérapie sans impacter la mortalité. De même qu'au cours des pneumopathies grippales graves, il est utile dans la discrimination des patients qui présentent une co-infection de ceux qui n'en présentent pas. Voici une étude publiée en 2011 et en fait qui a été réalisée au cours de l'épidémie H1N1 chez des patients qui étaient hospitalisés en unité de soins intensifs et qui a inclus 103 patients. Et l'objectif de cette étude était de voir si le dosage de la procalcitonine permettait la discrimination entre les patients qui avaient une pneumopathie virale de celles qui avaient une pneumopathie mixte. Et en sachant que un peu moins de la moitié avaient une co-infection bactérienne associée. Et cette étude a permis de montrer en effet que les patients qui avaient une co-infection bactérienne avaient un taux de procalcitonine nettement supérieur à ceux qui n'en avaient pas, avec une différence donc, qui était nettement significative. Et dans le cas où on choisit un cutoff supérieur ou égal à 0,8 microgrammes par litre, donc ce dosage permet à une sensibilité de 91% et une spécificité de 68%. Enfin, dernière question, comment traiter et quels antibiotiques faut-il utiliser? Donc on sait très bien qu'il n'y a aucun antibiotique qui n'est actif sur l'ensemble des germes potentiellement en cause et que la preuve bactériologique peut ne pas être obtenue jusqu'à 60% des cas. Or, parfois, et voire même très souvent, la pneumopathie aiguë communautaire est une urgence qui peut même nécessiter l'administration de l'antibiotique dans l'heure qui suit, dans le cas notamment où il y a un sepsis associé. Et finalement, cette antibiothérapie initiale va le plus souvent être probabiliste. Donc le choix de l'antibiotique va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre de l'épidémiologie bactérienne, des facteurs de risque, de la sévérité du tableau, mais aussi des effets secondaires, de la résistance, de l'âge, de la disponibilité des antibiotiques. Et donc ça va représenter un véritable casse-tête. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que le pneumocoque doit toujours être ciblé dans le choix de cette antibiothérapie, étant donné que c'est le germe le plus fréquent et que c'est le germe
donc le plus grave. Il faut également tenir compte de la sensibilité diminuée à la pénicilline qui est fréquente. Donc voici à titre d'exemple cette étude qui a été réalisée dans la rive sud de la Méditerranée pour évaluer justement cette résistance au pneumocoque. Et comme on le voit bien, donc dans certains pays, comme par exemple au Liban, ce taux, cette sensibilité diminuée peut dépasser les 60%, alors que dans d'autres pays comme le Maroc, donc elle est plus faible et n'excède pas les 20%. En ce qui concerne la Tunisie, donc voici les résultats d'une étude donc, qui a été faite par une unité de recherche et dont l'objectif était de voir l'évolution annuelle des résistances des souches de pneumocoque à l'amoxicilline. Donc on voit bien qu'en 2014, donc, nous avons plus de 41% de sensibilité diminuée à la pénicilline et 10% de résistance. Cette étude a été réalisée donc, dans 14 centres hospitaliers et elle a inclus 320 souches de pneumocoque. Donc, en ce qui concerne la sensibilité du pneumocoque aux autres antibiotiques, il est intéressant de noter que la résistance à l'érythromycine peut dépasser les 80% et notamment pour le pneumocoque à sensibilité diminuée à la pénicilline, ce qui suggère une étroite relation entre ces deux résistances. Il faut également noter que pour la pristiniamycine, nous n'avons pas de résistance. Et pour la lévofloxacine, le taux de résistance il est faible, mais il faut beaucoup de prudence dans sa prescription, étant donné que plusieurs mécanismes de résistance ont été rapportés du fait de la pression de sélection de cet antibiotique sur la flore digestive et également en raison de son coût. En ce qui concerne les autres germes, l'Organisation mondiale de la santé vient de publier un communiqué en date du 27 février 2017 où elle tire la sonnette d'alarme vu qu'il existe donc des familles de bactéries qui sont menaçantes et en mettant en avant la menace pour les bactéries à Gram négatif étant donné que celles-ci sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques et ainsi elle appelle à la recherche de nouveaux antibiotiques. Donc en fait, pour revenir à la question, quel antibiotique prescrire devant une pneumopathie aiguë communautaire? Donc en fait, on voit bien ici que les recommandations françaises rejoignent celles de la British Thoracic Society dans l'indication des antibiotiques alors qu'elles sont différentes des recommandations américaines et ceci est expliqué par une épidémiologie différente et notamment en ce qui concerne les pneumopathies non graves. Pour la Tunisie, actuellement, il n'y a pas de recommandations qui ont été émises par les sociétés savantes. Toutefois, étant donné que notre épidémiologie est superposable donc, à celle de la France, et si on se base aux recommandations d'un comité qui a émis des recommandations, c'est un comité qui était composé de pneumologues et d'infectiologues tunisiens et on peut proposer donc les recommandations suivantes. Donc chez les patients adultes sans facteur de risque, sans critères de sévérité, traités en ambulatoire, on traitera par amoxicilline 3 grammes par jour en cas de présomption du pneumocoque, sinon en cas d'une forte suspicion de pneumonie à germe atypique, on traitera par un macrolide. Une évaluation doit se faire au bout de 48 heures et en l'absence d'amélioration, soit donc on substitue par un macrolide, on peut prescrire une fluoroquinolone ou encore de la pristiniamycine et une hospitalisation est indiquée en cas de complications ou d'apparition de signes de sévérité. Chez les patients âgés avec comorbidité et n'ayant pas une forme sévère, dans ce cas, on doit
traités par une association amoxicilline acide clavulanique, 3 grammes par 24 heures, ou encore une fluoroquinolone antipneumococcique en cas de suspicion de pneumonie à germe atypique. Dans le cas où il n'y a pas d'amélioration au bout de 48 heures, dans ce cas, une hospitalisation est indiquée. Dans les pneumopathies non graves et hospitalisées, là, tout dépend de la présomption de l'infection à pneumocoque. Dans le cas où il existe des arguments en faveur du pneumocoque, dans ce cas, on traitera par l'amoxicilline et on réévaluera au bout de 48 heures en l'absence d'amélioration. Par contre, s'il n'y a pas d'argument en faveur du pneumocoque, là, dans le cas où le patient ne présente pas de comorbidité, on donnera de l'amoxicilline, de la pristiniamycine ou encore de la télitromycine. Chez les patients âgés ou avec comorbidité, on traitera par une amoxicilline acide clavulanique ou la céfotaxime ou une ceftriaxone ou encore une fluoroquinolone active sur le pneumocoque. En l'absence d'amélioration, il faudra associer un macrolide ou substituer par une fluoroquinolone active sur le pneumocoque. Dans les formes sévères prises en charge en réanimation, là, dans ce cas, l'antibiothérapie doit être à large spectre et il faudra cibler le pneumocoque, les légionnelles, les entérobactéries et le staphylocoque aureus. Cette antibiothérapie associera des céphalosporines de 3e génération avec un macrolide ou une fluoroquinolone en intraveineuse. Donc, certains cas particuliers doivent être précisés. Chez les patients admis en réanimation avec un risque d'infection à Pseudomonas aeruginosa, dans ce cas, il faudra donner un antibiotique antipyocyannique comme une association piperacilline tazobactam ou céphépine ou encore carbapenem plus aminoside plus macrolide ou fluoroquinolone. Dans le cas où la légionellose est documentée, dans ce cas, il faudra donner un macrolide. Et dans le cas où il s'agit d'une légionellose grave ou chez un immunodéprimé, là, il faudra choisir 2 parmi les antibiotiques suivants, une fluoroquinolone, un macrolide ou une rifampicine. Dans le cas où il s'agit d'un contexte post-grippal, il faudra, dans ce cas, étant donné la fréquence de la co-infection bactérienne, dans ce cas, il faudrait donner une association amoxicilline acide clavulanique comme autre choix et comme premier choix, et chez les patients hospitalisés, âgés ou avec comorbidité, on donnera une association amoxicilline acide clavulanique de la céfotaxime ou ceftriaxone. En cas d'échec, là, on donnera de la pristiniamycine ou télitromycine ou chez les patients qui sont hospitalisés, âgés avec comorbidité, une fluoroquinolone active sur le pneumocoque. Pour la durée du traitement, la durée classique est de 7 à 14 jours, avec une moyenne de 10 jours, mais cette durée peut être réduite avec les nouvelles quinolones et avec les kétolides. Pour l'ATS, elle recommande un minimum de 5 jours avec une apyrexie obtenue au moins depuis 48 à 72 heures. On ne terminera pas sans parler de la vaccination anti-pneumococcique. Actuellement, il existe 2 types de vaccins disponibles. Il y a le vaccin polysaccharidique non conjugué qui est constitué de 23 sérotypes. C'est le Pneumovax 23. Donc, c'est un vaccin dont l'efficacité pour la prévention des pneumonies dans la population générale et la BPCO est incertaine. De plus, c'est un vaccin qui n'est pas indiqué chez l'enfant, étant donné qu'il n'est pas immunogène. Le deuxième vaccin, c'est un vaccin conjugué qui est constitué de 13 sérotypes et qui est combiné à une protéine immunogénique. C'est le Prevnar 13 qui induit une meilleure réponse immunologique et qui a démontré son efficacité chez l'enfant dans la prévention des otites et les infections invasives à pneumocoque. Donc, ces résultats sont confirmés par la fameuse étude CAPITA. Donc, c'est une étude randomisée en double aveugle qui a inclus
plus de 84 000 patients âgés de plus de 65 ans qui ont bénéficié d'un suivi moyen d'environ 4 ans. Et cette étude a permis de démontrer la réduction du risque d'infection à pneumocoque de façon significative, aussi bien dans les infections invasives avec une efficacité vaccinale de 75% que non invasives avec une efficacité de 45%. Toutefois, elle n'est pas efficace dans la prévention des pneumopathies de n'importe quel type, à savoir donc d'autres types. Ceci a amené la haute commission de santé publique en 2013 d'émettre des recommandations concernant la vaccination chez les patients immunodéprimés à haut risque, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, de faire une vaccination par le Prevnar, puis après 8 semaines d'injecter le pneumo 23. Chez les patients qui présentent des tares de moins de 5 ans, il faudrait également adopter la même attitude, le Prevnar suivi du pneumo 23. Chez les patients de plus de 5 ans et les adultes, il faut vacciner par le pneumo 23. Pour le col 2017, la vaccination antipneumococcique est recommandée pour tous les BPCO de plus de 65 ans et le Prevnar et le pneumo 23 est aussi recommandé pour les BPCO jeunes avec comorbidité, y compris insuffisance cardiaque et respiratoire chronique. Donc pour conclure, les pneumopathies aiguës communautaires continuent à représenter un problème de santé publique à l'origine d'une morbidité, d'une mortalité et d'un coût important. L'émergence de résistance aux antibiotiques constitue de nos jours une réelle préoccupation. Plusieurs questions restent toutefois non résolues. Pour les pneumopathies qui sont liées aux soins, les effets des traitements immunomodulateurs, le pronostic est ne peut être amélioré que par la prévention, l'amélioration de nos pratiques en matière d'antibiothérapie et une meilleure connaissance du microbiome pulmonaire. Je vous remercie.